Vovor, qui va parler de la Convention des maires en Afrique subsaharienne. Vanessa, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci à Eclé Africa. Je suis Vanessa Vovor, je suis conseillère pour la Convention des maires en Afrique subsaharienne pour la GIZ et je suis ravie de faire partie de ce webinaire avec Eclé Africa. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de Comme ça, le programme, pour ceux qui ne le connaissent pas. La Convention des maires en Afrique subsaharienne est un programme qui vise à soutenir les villes subsahariennes pour faire de la réduction des risques et de la résilience et pour avoir accès à de l'énergie durable. Ces 4 dernières années, à la GIZ, nous avons pu étendre nos efforts de la COMSA pour financer des projets pilotes, soutenir les gouvernements locaux, pour obtenir des financements verts, mais également nous cessions de soutenir les villes dans leur changement. C'est pour ça que nous avons pris part à ces webinaires, parce que grâce à cette série de webinaires, eh bien, nous avons pu soutenir les échanges entre différents maires et cela leur permet d'avoir une source d'information fiable pendant cette pandémie. J'aimerais maintenant parler avec vous de certaines opportunités et activités que nous allons pouvoir lancer bientôt, notamment une étude sur la feuille de route financière pour soutenir les gouvernements locaux dans le développement et le financement de certains projets environnementaux. C'est un projet qui sera lancé le mois prochain, dans quelques semaines. Donc, cette étude va couvrir toutes les étapes de la planification, la conception du projet et jusqu'à l'opérationnalisation. Nous allons également, et nous en sommes ravis, nous joindre à la conférence LOX qui se tiendra en novembre sur le changement, les transitions et nous allons ouvrir les candidatures dans les semaines à venir. Je vous invite d'ailleurs chaleureusement à prendre part à nos activités, soit en contactant la com SSA ou vous pouvez également nous suivre sur notre site, sur les réseaux sociaux. Vous venez sur notre site internet comme ssa.org et vous pourrez également vous enregistrer pour recevoir notre newsletter. Je vous souhaite un webinaire formidable et je vous souhaite bon courage au nom de Comme ça. Donc la Convention des maires en Afrique subsaharienne. Merci infiniment, Vanessa. J'aimerais maintenant donner la parole à nos 2 premiers intervenants qui seront en direct avec nous. Donc, tout d'abord, Rosaline Goodrich et Karen Shippey. Tout d'abord, Rosaline Goodrich travaille avec des chercheurs de l'IED plutôt, et des partenaires de projets pour créer des plans de communication et d'engagement stratégique afin de compléter leurs travaux de recherche. Ces plans permettent au projet d'avoir un plus grand impact possible avec les ressources disponibles. Dans ce rôle, à ce poste, Rosaline a beaucoup travaillé avec les ministères de gouvernement en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est, ainsi qu'en Amérique centrale. Madame Karen Nchepe, pour sa part, est la directrice de la durabilité environnementale au département des affaires environnementales et oh pardon, excusez-moi. Donc madame Karen Chippé est la directrice de la durabilité environnementale au département des affaires environnementales et du développement du gouvernement du Cap occidental, comme je l'ai dit, en Afrique du Sud. Madame Chippé a plus de 18 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de l'environnement et de la durabilité. Cela comprend 15 ans en tant que praticienne de l'environnement, travaillant comme consultante dans les domaines de l'évaluation de l'impact sur l'environnement, de la gestion de l'environnement et des politiques. Et elle a également travaillé pendant 3 ans en tant que directrice du développement durable. Elle a été promue au poste de directrice de la durabilité environnementale en 2015 et elle supervise les équipes de la biodiversité, de la gestion côtière, du changement climatique, de la durabilité et de l'économie verte. Merci beaucoup. Je vais demander aux différents orateurs de mettre leur vidéo pour commencer cette discussion en direct. Formidable. Donc peut-être pour commencer, j'aimerais poser une question à Roselyne. Comment
est-ce que votre travail est lié à la communication et à la recherche au sein de l'IED en particulier pendant cette période de crise? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui allait rentrer dans la pièce et je voulais m'assurer que personne ne me dérangerait. L'IED, c'est l'Institut pour les recherches en matière d'environnement et de développement. Je ne sais pas si vous connaissez, nous sommes basés à Londres. Nous travaillons avec de nombreux partenaires en Afrique, mais également partout dans le monde. Donc, l'Institut international pour l'environnement et le développement. J'ai commencé à travailler depuis 10 ans à l'IED et nous venons de lancer un portfolio de contenu, comme une sorte de catalogue en fait, d'articles, de publications qui s'adressent à différents publics. Certains articles sont courts, certains sont longs. Mais depuis cela, eh bien, nous avons commencé à développer plus de contenu digital, donc plus de vidéos courtes, mais également des petites animations de 2-3 minutes. Et nous venons également de publier un texte de plus de 4000 mots, c'est comme une sorte de blog amélioré, afin de soutenir le contenu papier. Et depuis le début de la pandémie, on voit que les changements se font à vitesse grand V. Et donc, ce que nous essayons de produire, c'est du contenu digital, puisque c'est plus compliqué de soutenir les impressions. Lorsqu'il y a eu le confinement au Royaume-Uni et partout dans le monde d'ailleurs, nous savions que nous allions commencer à mettre en place une stratégie pour booster le contenu digital. Donc, nous savions que nous allions devoir faire de plus en plus d'activités en ligne et produire du contenu qui serait digital. Et premièrement digital. Donc, nous avons essayé de soutenir les chercheurs, on les a encouragés à publier leurs présentations qu'ils faisaient lors de réunions en ligne et de les faire sous format SlideShare. L'année dernière, on a eu une personne qui l'a fait, mais cette année, on a reçu plus de 20 présentations qui ont été publiées en ligne. On a eu beaucoup plus de blogs. Cette année, on a été très actifs également sur les réseaux sociaux. On a dû parfois déplacer et retarder la date de différentes réunions. On a donc dû faire des campagnes Instagram pour remplacer certains événements et je crois que cela a plutôt bien fonctionné. Les gens ont compris et se sont quand même impliqués. Mais nous avons eu de nombreuses réunions Zoom ou des webinaires en utilisant différents logiciels, etc. Et ils ont été également publiés sur Facebook, ce qui nous a permis d'avoir un public plus large. Et on a commencé à réfléchir non seulement aux webinaires qui sont surtout basés sur des présentations, mais nous essayons maintenant de faire des tests avec des réunions virtuelles sous forme d'ateliers. Donc, des ateliers qui soient plus interactifs, avec des sessions, des salles séparées, avec des formats différents. Donc, à nouveau, nous sommes en train de tester, d'expérimenter des choses. Nous ne maîtrisons pas tout encore, mais en matière de contenu, eh bien, nous nous concentrons depuis février, depuis la fin du mois de février, notamment sur une série sur la manière dont la pandémie a touché le travail de nos partenaires. Nous travaillons particulièrement sur ce que font les partenaires pour créer du contenu, pour que nos partenaires créent du contenu et nous le postons sur notre site internet, donc une série de blogs, du contenu multimédia,
de la part de nos partenaires qui sont dans des villes, mais également dans des zones rurales. Et cela semble avoir très bien fonctionné. Ils décrivent non seulement la situation dans laquelle ils sont, mais également comment ils y répondent et comment ils aimeraient voir les choses changer à l'avenir. Donc, le contenu semble avoir vraiment évolué au fil des mois pour devenir de plus en plus stratégique, de plus en plus. Et pour ce qui est du contenu, toujours, on a décidé de faire une revue annuelle, surtout en ligne. Et ça, c'est un changement important puisque jusqu'ici, eh bien, nous imprimions cette revue annuelle. Nous avons également fait un rapport de recherche en ligne. Il n'a pas été imprimé, c'était purement du contenu digital. Et à nouveau, on a eu une réponse de notre public qui a été assez importante. Pour ce qui est des partenaires, eh bien, nous les soutenons à nouveau pour qu'ils postent plus en ligne avec des blogs, qu'ils réfléchissent à des essais avec des photos, des textes accompagnés de photos, certaines associations qui créent des albums photos qui seront imprimés, mais également postés en ligne. Donc, avec du contenu créatif qui serait ensuite publié en ligne. Donc à nouveau, il y a eu beaucoup de changements. Ça a été parfois compliqué même de s'adapter, mais beaucoup de changements ont été opérés. Je comprends, nous, ces derniers mois aussi, nous avons essayé d'être aussi innovants que possible pour, en particulier sur ce que vous avez dit, pour interagir avec les gens. C'est vrai que beaucoup d'entre nous avions l'habitude de voyager, de nous rendre dans différents pays d'Afrique subsaharienne ou d'autres pays d'Afrique. Et pour voir les gens en face à face, et ça a été difficile dernièrement de s'adapter, mais en même temps, eh bien, nous avons eu des belles réussites, comme vous l'avez dit. Vous avez vu que votre public a été encore plus étendu grâce à votre contenu digital. Est-ce que vous pourriez peut-être parler des 3 obstacles, des 3 défis particuliers auxquels vous avez été confrontés et les réussites que vous avez observées? Oui, bien entendu, j'en serais ravie. Alors, je crois que vous avez parlé des aspects principaux. Je crois que le plus grand défi, et c'est quelque chose qui vraiment attire notre attention grâce à notre interaction digitale, nous voulons renforcer notre soutien. Nous assurons qu'il y a des femmes et des hommes qui peuvent participer à nos interactions et que toutes les voix se fassent entendre à tout niveau, non seulement au niveau des gouvernements, mais également au niveau des communautés. Donc, nous voulons donner une voix à toutes et à tous. Pour ce qui est des réseaux sociaux, j'ai lu un rapport récemment qui parlait du fait qu'en Afrique et dans la région africaine, utilisateurs sur 5 des réseaux sociaux sont des femmes. Alors il faut s'assurer impérativement que lorsque l'on publie les recherches, certaines sont particulièrement pertinentes pour les femmes, pour la question des femmes. Il faut que ce soit également les femmes qui y aient accès parce que parfois les réseaux sociaux, les campagnes sur les réseaux sociaux, ça n'est pas suffisant. Il faut également avoir différentes stratégies, différentes tactiques pour s'assurer que vous communiquez bien et que vous rendez visibles ces recherches pour que tout le monde y ait accès. Et parce que tout doit être accès en entier, il y a parfois des transcripts de vidéos, des sous-titres, et nous avons des gens également qui, nous le savons, travaillent à la maison, qui n'ont pas de Wi-Fi ou une connexion internet assez faible et donc une bande passante trop faible. Et donc nous essayons toujours de prendre en compte cela quand nous produisons du contenu. Donc par exemple, on essaie de compresser au maximum nos fichiers pour qu'ils soient aussi simples et aussi faciles à lire et à voir que possible. Donc il faut également réfléchir à des stratégies de communication. Il ne s'agit pas uniquement de diffuser des vidéos. Il est essentiel également pour nous de nous assurer que non seulement nous rendons disponibles les recherches, mais que nous parlons, nous interagissons avec les chercheurs. Il faut les écouter, ces chercheurs, et nous mettons en place des situations pour écouter également les utilisateurs de recherche et également voir s'il y a des gens qui aimeraient contribuer à ces recherches pour prendre en compte leurs idées et pas uniquement publier quelque chose et puis voilà. Non, donc
Ce qui est important, c'est effectivement de publier, mais également d'interagir. Et je crois que là, une bonne communication doit inclure ces 2 éléments. Par ailleurs, je dirais que l'un des défis, c'est pas un obstacle, mais c'était plus un défi, auquel nous avons été confrontés, c'est que nous avons dû apprendre beaucoup et nous adapter. Il a dû Nous avons dû, apprendre à produire du contenu depuis chez nous, depuis chez soi, tout en restant professionnels. Nous avons dû, au sein de notre équipe, apprendre et ça a requis beaucoup de travail. Nous avons dû faire beaucoup plus de contenu encore, donc nous avons été très occupés. Voilà certains des défis auxquels nous avons été, confrontés, mais il y a eu beaucoup de réussites. Si vous voulez que j'en parle? Oui, bien entendu, nous on cherche aussi l'aspect positif des choses. Oui, alors c'est vrai que l'une des choses que je pourrais dire, c'est que nous avons donc organisé de nombreux webinaires, de réunions en ligne et nous avons, fait plus ces 4 mois passés de réunions en ligne que l'année passée. Mais nous avons eu beaucoup de participants, 5 fois plus que par le passé, beaucoup plus de gens qui se sont inscrits non seulement, mais des gens également qui, se sont rendus dans les réunions, et de plus de gens, qui viennent de partout dans le monde, en dehors du Royaume-Uni, notamment des orateurs qui viennent en dehors du Royaume-Uni. Plus de la moitié des participants de nos webinaires venaient en fait de d'ailleurs que du Royaume-Uni. Donc nous avons réussi à interagir avec des gens qui venaient de partout dans le monde. Pour ce qui est de la Covid, notamment les contenus sur la Covid, 6 000 vues pour les contenus liés à la Covid depuis février. On parle de 40 vidéos, donc c'est plus que la moyenne précédemment. Et pour ce qui est du contenu en lui-même, notamment, il vient des gens sur le terrain, mais également nous avons des analyses de haut niveau. Et donc ça, c'est très gratifiant. Nous avons également commencé à travailler, puisque nous avons un événement annuel qui s'appelle Conférence sur l'adaptation sur la base des communautés. En général, on se réunit pour 4 jours dans un lieu précis. Et là, nous avons réussi à nous organiser pour que ce soit organisé en ligne. Normalement, ce sera à la fin du mois de septembre et nous espérons pouvoir créer cette même atmosphère plutôt avec des espaces de présentation, des discussions, des espaces, des temps également pour que les gens puissent socialiser. Ça nous a pris beaucoup de temps et beaucoup de travail, mais cela nous a permis de vraiment progresser, d'évoluer et je le crois, nous sommes assez ravis, assez contents de la manière dont les gens ont commencé à, à recevoir cette nouvelle. On a de plus en plus d'inscrits et donc au final, il y a de beaux résultats de ce travail. Super, magnifique, c'est je suis ravie d'entendre ça. Je vais maintenant donner la parole à Karen. Euh, je serais ravie que vous parliez de vos expériences ces derniers mois. Je vais vous demander de parler des exemples que vous pourriez partager avec nous, des exemples de bonne collaboration, de bonne communication entre vous et avec les gouvernements locaux et nationaux. Comment est-ce que cela fonctionne à l'heure actuelle au gouvernement du Cap occidental? Alors, merci beaucoup. Je crois que pour le mot de la phrase la plus répétée en 2020, c'est est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? C'est vrai que nous sommes dans un monde complètement différent. Il y a beaucoup de bouleversements. Il y en a certains qui sont positifs, d'autres, en particulier en matière de réduction. euh, on reste chez soi, on s'est rendu compte qu'on arrive quand même à faire beaucoup. Il y a de nombreuses discussions qui ont été initiées. On a commencé à travailler sur le changement climatique en 2007 et après 2015, nous avions une stratégie de nos cabinets, mais ça a été très difficile parce que dans la plupart des pays subsahariens, ce sont des pays en développement et il y a beaucoup de problèmes en Afrique subsaharienne, beaucoup de défis. Pour de nombreux politiques, le changement climatique, c'est un concept très nébuleux. Et pour inclure le changement climatique dans différents programmes, l'éducation, la santé,
le et d'autres, le logement, c'est compliqué et nous essayons de travailler avec les différents acteurs autant que possible à différentes étapes du développement des projets et je crois qu'à l'heure actuelle, avec ces bouleversements, il y a des relations, auxquelles nous pouvons revenir avec nos acteurs pour plus les inclure avec nos collègues nationaux, nos collègues, au niveau municipal. Donc nous avons nous avions l'habitude de prendre l'avion pour aller à Pretoria, puisque c'est là que notre bureau est basé pour voir nos collègues. Et maintenant, eh bien, nous nous réunissons en ligne. Ironiquement, euh, ça faisait des années et des années que nous essayions de travailler en ligne parce que nous savions que ce serait très utile, que ce serait probablement plus facile que d'ajouter à notre empreinte carbone. Mais c'est vraiment quelque chose avec la pandémie, les gens se sont rendus compte qu'on pouvait trouver des solutions, qu'on arrivait à se réunir, à interagir. Je crois que la technologie s'est adaptée extrêmement rapidement également. Heu, Nous travaillons sur différentes plateformes et nous le voyons, il y a de plus en plus de gens qui, se rapprochent. Il y a des gens qui disent: «Ah, cette idée de cette plateforme Bluehand, elle est super. Et c'est vrai que ça montre qu'on peut interagir avec les différents acteurs et avoir différentes réunions. Ces dernières semaines, c'est devenu de plus en plus facile qu'au début du confinement parce que maintenant, on sait quels sont nos besoins. Et au-delà de ça, il y a la question de quels sont les besoins des utilisateurs. Les sous-gouvernements sont des utilisateurs et il faut comprendre quels sont les besoins des municipalités et des utilisateurs. Les municipalités sont en crise, ça c'est clair. Et il y a quelque chose qui est intéressant pour nous de faire, c'est qu'il faut regarder les plateformes qui existent et celles qui existaient avant la Covid. Nous avions créé un forum sur le changement climatique, nous nous réunissions. Il y avait d'autres réunions qui se faisaient en physique par le passé, mais à l'heure actuelle, nous nous réunissons en ligne. Mais maintenant, grâce à cela, nous avons réussi à créer cet espace et nous pouvons inclure plus de personnes puisque les gens ne sont plus besoin de se déplacer, de prendre l'avion, etc. pour aller participer à ce type de réunion. Et cela a ouvert les yeux de beaucoup de personnes. Nous avons également pu plus interagir avec nos plus jeunes, les plus jeunes dans nos effectifs. On leur dit, vous n'êtes pas obligés d'aller en Espagne, à New York ou autre. Les coûts pour, pour voyager, mais également l'empreinte carbone, n'est plus obligatoirement alourdie par la participation à ce type de réunion. Et ces dernières années, nous nous sommes concentrés sur le secteur agricole et le développement agricole avec un programme qui s'appelle Smart Agri. Et ce qui est différent, et en particulier grâce à la Covid, c'est que le département de l'agriculture travaille vraiment étroitement avec nous pour identifier les réponses à la Covid. Euh, les réponses qui sont basées sur les zones géographiques, mais également sur les différentes cultures. Donc, qu'est-ce que les agriculteurs qui cultivent des pommes de terre ont besoin? Quels sont les besoins des gens, les besoins des gens qui doivent prendre des décisions tous les jours? De quoi ont-ils besoin? Comment est-ce que nous pouvons répondre à leurs besoins en tant que spécialistes du changement climatique? Il y a donc eu des bouleversements qui étaient plus ou moins euh, positif. Par ailleurs, il y a eu une sécheresse, des sécheresses importantes, en particulier à l'heure actuelle dans la région centrale du pays. Et ça a posé des problèmes en matière de sécurité alimentaire et cela nous a permis de recentrer la conversation sur la résilience parce que nous avons eu une série de catastrophes. Et maintenant, nous savons que quand il y a une catastrophe, eh bien, on ne veut pas laisser passer cela. On veut regarder, analyser ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi l'irrigation pour l'agriculture
est si problématique. Nous savons que nous pouvons, trouver les réponses avec les chercheurs et cetera, les gens de la technologie. Mais nous n'avons pas encore vraiment, heu, mis la pression pour mettre en place ces solutions. Donc nous sommes nous avons un comité, opérationnel qui nous permet de réunir, différents acteurs de différents secteurs pour avoir des réunions, des discussions sur comment on peut reconstruire, non pas sur la base de ce qui était par le passé, mais pour renforcer nos infrastructures. Donc maintenant, grâce à la Covid, nous sommes plus réalistes, plus pratiques, plus pratico-pratiques et ces réunions et ces discussions, eh bien, elles sont organisées, sur différentes plateformes. Alors bien entendu, en virtuel, mais ça nous permet d'avoir plus d'acteurs autour de la table. Et en général, ça nous permet également d'avoir des sujets plus importants, d'autres sujets sur la table. Et en général, on dit que soit on est un sujet sur la table, soit on est au menu. Et on a réussi à changer la nature de la conversation. Et avec les municipalités, nous le savons, elles sont en proie à la crise de la Covid. Et qu'est-ce qui empire cette crise? Et nous essayons donc de parler de la pauvreté, de l'insécurité, des structures et des infrastructures urbaines d'une manière qui soit logique et qui nous permette de trouver des solutions non seulement à cette crise, mais aux crises à venir qui, malheureusement, nous le savons, viendront. Merci infiniment. C'est vrai, vous avez parlé de choses très pertinentes et quand on regarde la crise et quand on l'aperçoit comme étant une opportunité et que vous pouvez interagir avec différents acteurs, eh bien c'est vrai qu'on arrive à ouvrir les portes à d'autres participants, à des webinaires, etc., mais également à des ateliers. Et il y a un proverbe africain très connu qui dit, mince, je crois qu'il est là, que la communication ne fonctionne pas quand 2 personnes parlent simultanément et c'est très intéressant, je crois, parce que certaines de ces plateformes nous ont montré qu'on peut avoir plusieurs personnes, heu, qui puissent intervenir à différents moments et réfléchir sur la manière dont on peut s'assurer que tout le monde interagit, que tous ceux qui sont dans la «salle» entre guillemets, dans la même salle, puissent interagir et ça, c'est très utile et qu'il faut de plus en plus essayer de les inclure parce qu'ils ont des choses à dire. Moi, ce qui est important, c'est que la Covid et ce que ça a engendré pour nous, c'est qu'on a eu des conversations notamment, sur les données de manière complètement différente. Ceux qui travaillent, au sein de gouvernements, vous le savez peut-être, les données, pour une raison ou pour une autre, est quelque chose, heu, qu'on essaye de ne pas partager avec quiconque. Pour une raison ou pour une autre, les agences gouvernementales sont un peu allergiques dès qu'on demande des informations et je crois qu'ils ont peur qu'au final, on va montrer qu'ils ne font pas le travail qu'ils sont censés faire. Alors qu'en fait, vraiment comprendre les informations auxquelles nous avons accès et celles qui ne sont pas disponibles et essayer de trouver ces informations, ça a été un vrai, heu, catalyseur de discussion et cela nous a permis effectivement d'inclure de nouveaux acteurs du changement climatique, mais également dans les discussions liées à la réduction des catastrophes. Parce que nous avons demandé à nos équipes de, qui travaillent dans le social et des vulnérabilités socio-économiques. Et pour nous, bien sûr qu'on devrait savoir où se trouvent les gens les plus vulnérables et de quoi ils souffrent s'il y a une inondation ou en confinement où les gens sont chez eux. Donc c'est quelque chose que nous allons étendre parce que nous devons impérativement nous assurer que les populations soient en sécurité avant les crises. Donc, par le passé, nous travaillions trop de notre côté, mais maintenant, nous collaborons plus. Et c'est vrai que quand les gens sont un peu mis en difficulté, les gens sont plus
pas nous ne pouvions pas prévoir cette crise et donc il faut trouver une solution et maintenant tout le monde sait que nous devons nous mettre autour de la table et travailler de concert afin de trouver des solutions et nous avons également travaillé sur le jour zéro, donc le jour de de protéger leur mandat, leur, budget, leurs égos. Ils ont commencé à vraiment, vraiment, hem, s'ouvrir, tout simplement, à montrer ce qu'ils faisaient. Ils n'avaient plus peur de montrer qu'ils ne faisaient pas, leur travail et ils ont pu montrer qu'ils essayaient, qu'il y avait des tentatives et à partir du moment où les gens essayent, eh bien, on ne peut pas, les incriminer. Donc il y a eu un pic de contamination. Nous espérons qu'il n'y en aura pas un deuxième, il n'y aura pas une deuxième vague. Mais ce que nous faisons au sein des gouvernements, c'est que nous adorons mettre en place des structures et nous essayons de faire en sorte qu'elles soient aussi interactives que possible avec des quotas, pas forcément parce que nous voulons que ce soit efficace, mais là, nous essayons de gérer ces structures afin que ce soit des structures qui soutiennent, hem, les acteurs pendant la Covid. Donc on regarde l'agenda avec les différentes plateformes pour regarder les différents agendas qu'on avait et inclure de nouveaux, acteurs, tout en gardant les différents acteurs qui étaient déjà présents et vraiment essayer de et bien, de tirer les leçons et j'espère que nous allons continuer à utiliser ces plateformes. J'espère que les acteurs qui ont émergé pendant la crise vont y rester parce que je crois que c'est eux également qui sont porteurs de réponses et il faut nous préparer aux prochaines catastrophes. Donc on a des gens à l'heure actuelle qui effectivement sont en proie au bouleversement et il y a des gens qui arrivent à s'accrocher et peut-être que j'espère que, certaines personnes se rendront compte que le changement n'est pas si néfaste que ça et qu'au final, eh bien, parfois, ça peut engendrer des choses chouettes et qu'il faut parfois saisir certaines opportunités. Vous savez, il faut bien communiquer avec les gens. Certaines personnes ont une mémoire très courte. Dans 2 ans, une fois qu'on aura un vaccin, que tout le monde, heu, est plus en sécurité, on aura envie de revenir à avant, à notre zone de confort. Donc nous devons nous assurer que notre communication pousse les gens, heu, pour faire les choses différemment. Donc c'est un peu comme quand on cuisine, quand on a fait des cookies, eh bien s'il faut modifier un peu la forme d'un cookie par exemple, eh bien il faut le faire pendant qu'il est encore chaud et pas attendre qu'il refroidisse. Merci infiniment, merci beaucoup et les leçons que nous allons tirer vont effectivement donner lieu à de nouvelles structures et des manières de travailler complètement innovantes. Rosalind, pour revenir à ce que vous disiez, quelles pratiques est-ce que vous allez garder dans la manière dont vous communiquez ou dont vous faites des recherches à l'avenir? Alors, je crois que ce que vous avez dit sur, le fait heu heu, qu'il fallait parfois continuer dans ce bouleversement et dans ce changement et parfois, par le passé, les chercheurs ont passé beaucoup de temps à voyager. J'ai entendu beaucoup de collègues qui m'ont dit, qu'ils ne prendraient plus jamais l'avion pour, voyager à l'autre bout de la terre pour une réunion de 2 jours et en même temps, c'est vrai que nous le savons, rien ne remplacera les réunions en face à face parce que, il faut parfois, instaurer un climat de confiance et ça, c'est nécessaire et je crois qu'on peut créer, instaurer, la confiance digitalement, mais c'est plus facile de le faire en face à face. Donc, je crois que les voyages, notamment dans la recherche, vont être, limités à l'avenir, mais il y aura quand même un besoin de se réunir en face à face. Mais nous allons continuer à produire et à trouver des manières de créer différents,
contenus digitaux qui soient disponibles. Mais nous devons toujours garder en tête qui est notre public, qui sont nos lecteurs. Il y aura quand même le besoin d'imprimer, la nécessité d'imprimer certains contenus. Et nous essaierons d'être aussi agiles que possible dans ce changement. Nous devons reconnaître que les changements ne doivent pas exclure certaines personnes qui ont besoin de ces informations et de ces contenus. Nous ne devons pas les exclure. Nous allons développer des réunions sous le format d'ateliers. Nous ne sommes pas forcément des pionniers, il y a d'autres associations qui le font depuis plusieurs années. L'IED le sait, nous avons beaucoup à apprendre et à vrai dire, j'ai un de mes collègues qui, depuis 3 mois, se concentre sur un projet spécifique pour la manière dont l'IED peut s'adapter digitalement, quels sont les logiciels nécessaires, quelles sont les machines nécessaires, comment nous devons changer la manière dont nous travaillons afin d'être plus accessibles, visibles, en lien avec nos valeurs, mais en même temps tout en saisissant cette opportunité afin de réduire notre empreinte carbone et nos voyages. Donc cette technologie elle-même aussi, ces nouvelles technologies ont une empreinte technologique, ça n'est pas quelque chose qu'il faut oublier. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'acteurs qui ont tendance à l'oublier. Nous allons, je le crois, continuer à écouter nos partenaires pour voir ce qui fonctionne pour eux. WhatsApp, c'est un outil formidable, de nombreux partenaires l'utilisent pour des sondages, pour parler à leur réseau. On va utiliser plus les sondages sur les téléphones portables parce que nous le savons, nous avons beaucoup de gens qui utilisent leur téléphone portable pour lire nos contenus. Nous allons les encourager également à faire des blogs, à faire du contenu en ligne, etc. Et nous allons développer cela, nous allons essayer d'apprendre d'eux, comprendre ce qu'ils font et peut-être les imiter. Donc je crois qu'il y aura énormément de changements et nous allons devoir apprendre beaucoup pour quelqu'un comme moi qui n'est pas grandi avec la technologie. Je ne dirais pas que c'est préoccupant, mais je ne suis pas une pionnière et quand je me compare à d'autres collègues plus jeunes, je ne suis pas au même niveau, mais c'est intéressant, c'est excitant. C'est pour ça que je fais ce travail. Je veux continuer à apprendre et je crois que au sein de notre organisation, nous allons continuer tout en continuant à être aussi inclusifs que possible. Les hommes, les femmes pour lesquels nous travaillons, avec qui nous travaillons, les personnes en situation de handicap, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui va sous-tendre notre travail à l'avenir. Merci infiniment et je crois que beaucoup de gens qui n'étaient pas forcément à l'aise avec la technologie le deviennent de plus en plus. Oui, j'apprends au fur et à mesure. J'apprends les termes également. Merci beaucoup, Rosalind. Et maintenant, Karen, est-ce que vous pourriez, en 3 minutes, nous parler un petit peu de, de ce sur quoi vous vous concentrez au département, dans votre département, sur les euh, changements climatiques, sur les risques à venir, comment vous travaillez, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés et également certes, les, 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 les les réussites. Alors, je crois que nous avons beaucoup travaillé avant la Covid pour travailler sur les risques du changement climatique sur l'économie, pour aider les politiciens à prendre les bonnes décisions. Et la Covid a rendu plus visibles les inégalités dans nos sociétés. Et c'est clair, on a vu des lignes, des files d'attente d'enfants qui attendaient pendant des heures pour avoir un repas par jour et ça brise le cœur. Il y a de plus en plus de sensibilisation. Il y a une crise et les vulnérabilités socio-économiques sont d'autant plus criantes. Et c'est une autre crise qui va au-delà de la santé. Nous essayons également de comprendre les coûts parce qu'en général, les catastrophes et les réponses aux catastrophes ont un coût. Il y a des fonds qui sont alloués à cette réponse. Et
notamment pour l'alimentation, les coûts liés à la santé, la malnutrition, etc. Donc, il y a une nature complexe de pour chaque catastrophe et on n'arrive pas à vraiment évaluer le coût dans différents domaines de ces crises. Et c'est essentiel. Et à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de risques et il y a beaucoup d'articles, beaucoup de textes sur la manière dont les gens lisent euh, ce à quoi ressemblera le monde après, euh, avec une augmentation de la température de 1,5 degré. Ça fait peur. Et il y a des inégalités, du chômage, des problèmes liés à l'éducation. Et c'est très compliqué pour nous de dire, oh bah, le changement climatique, c'est vraiment ça le problème et donc il faut trouver une solution à ça parce qu'il y a d'autres problèmes qui sont, encore plus criants et qui paraissent plus urgents et donc il faut simplement essayer de faire en sorte que les gens regardent les choses de manière avec un prisme différent. Quand on il faut impérativement que le changement climatique soit inclus dans les plans de redressement des pays et les gens vont devoir retrouver un travail et ce serait bien qu'ils prennent qu'il y ait plus de travail, plus d'emplois créés dans, dans le changement climatique et il faut que les infrastructures, notamment liées au transport, soutiennent cela. Et il y a des problèmes de fonctionnalité urbaine. Notre équipe travaille pour comprendre également qui profite de la crise et qui en souffrent pour comprendre les femmes, les hommes, les personnes en situation de handicap. Mais au sein des communautés, il y a également des vulnérabilités. Pas uniquement, il ne faut pas dire uniquement oh, cette communauté souffre. Non, il y a des gens au sein des communautés qui sont plus ou moins impactés. Il y a des décisions qui vont avoir un impact plus important sur les enfants, sur les adolescents, etc. Donc il faut impérativement, pour nous, à notre avis, euh, faire en sorte que nos politiques et nos stratégies prennent en compte les différentes problématiques. Et même si on dit les bonnes choses et qu'on le dit bien, il faut qu'il y ait un changement systémique. Nous le savons. euh, et ce qui me donne de l'espoir, c'est que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de bénévoles, de volontaires ici dans notre région. Et ça me rappelle Daniela Meadows et j'adore parce qu'une fois, elle a dit, Danielle a dit, il y a trop de mauvaises nouvelles pour justifier que les gens soient complaisants et il y a assez de bonnes nouvelles pour pour que les gens ne soient pas désespérés. Et donc, il faut effectivement parler des mauvaises nouvelles, mais il faut également parler des choses positives, parce que sinon, eh bien, les gens vont prendre peur et ils ne sauront pas quoi faire. Et donc, il faut impérativement essayer de trouver les personnes les plus vulnérables et nous assurer qu'on fait ce qu'on peut pour les emmener vers cette première étape, vers quelque chose de plus positif. C'est ce que nous essayons de faire. Donc, être neutre en carbone, ça paraît un peu idéaliste, un peu dur, un peu long-termiste. Il faut faire des petits pas, petits pas, petits pas, et au fur et à mesure, on arrivera à améliorer la situation. Il faut s'assurer que tout le monde comprend l'aspect juste d'une transition juste. Effectivement, et c'est vrai que nous sommes tous dans le même bateau, et c'est vrai, ça s'applique également au changement climatique. Merci beaucoup. J'aimerais maintenant euh, passer à nos prochains orateurs. Donc, Monsieur Washington Zakata, euh, qui travaille depuis 5 ans au
département de gestion du changement climatique auprès du ministère de l'Environnement. Il en est directeur depuis 5 ans. Il est responsable de la gestion de la mise en œuvre des actions pour le climat dans le pays. Auparavant, il a travaillé pour le département des services météorologiques avant de rejoindre l'Université du Zimbabwe en tant que chargé de cours au département de géographie et des sciences de l'environnement. Monsieur Zakata a également travaillé pour le PNUD en tant que coordinateur du programme national pour le changement climatique. Nous avons préenregistré son message, mais n'hésitez pas à lui poser des questions car il est parmi nous pour ce webinaire. Alors, Monsieur Zakata, quel exemple pouvez-vous partager en matière de communication et collaboration effective entre le gouvernement local et national qui ont fonctionné, en particulier dans l'élaboration de processus d'adaptation nationaux tels que le groupe de travail des districts et l'équipe de consultance technique et de votre travail continu sur la mise en œuvre des CDN? Est-ce que vous pourriez parler des défis, mais également des opportunités et des victoires, des réussites que vous avez rencontrées ainsi et ce qui a fonctionné et les processus et l'intégration verticale entre le gouvernement local et national? Merci beaucoup. Alors, pour ce qui est de la bonne communication et de la collaboration efficace entre le niveau local et le niveau national, eh bien, notre modèle que nous avons conçu et développé dans notre pays, tout d'abord, avait pour but de mettre les différents niveaux que nous voulions cibler et d'identifier les différents niveaux que nous voulions cibler, à savoir le niveau des individus, des citoyens, le niveau institutionnel et le niveau systémique. Une fois qu'on a une vision claire de ce que l'on veut faire avec chacun et que chaque couche est au bon niveau, chaque niveau est au bon niveau, alors automatiquement, cela ouvre la voie pour la mise en œuvre de toutes les activités à développer dans les pays, en particulier les activités liées au changement climatique. Donc, ce qui a été important dès le début pour nous, ça a été de faire de la sensibilisation au niveau du ministère. Nous avons pu nous appuyer sur des notes ministérielles que nous avons rédigées et qui devaient être présentées par les ministères et les membres du cabinet afin de débloquer la voie et ouvrir le champ de collaboration avec les provinces pour rencontrer des ministres, les secrétaires permanents dans leurs ministères respectifs. Et les membres du Parlement également. Nous avons donc organisé des réunions avec le secrétariat permanent ainsi que des membres du Parlement, comme je l'ai dit. Et ça a été la première étape, vraiment pour débloquer, pour ouvrir la voie vers une collaboration avec les provinces, pour qu'il n'y ait pas d'obstacles lors de la mise en œuvre des projets de plan d'adaptation nationale. Donc, lorsque le processus a commencé, nous avons dû composer une équipe afin d'exécuter et de mener à bien des activités et ce processus de plan d'adaptation national, ce PAN. Et cette équipe a été stratégiquement composée de personnes qui œuvrent au sein du département sur le changement climatique, au sein des gouvernements locaux, ainsi que d'autres membres du Parlement. Donc, nous avons commencé une campagne de sensibilisation et de concertation avec les dirigeants des provinces, ainsi que des membres de comités de développement des provinces. Et les membres issus des gouvernements locaux connaissaient bien entendu les provinces et donc cela a considérablement facilité la création de ces groupes de travail. Et nous avons été très prudents pour nous assurer que nous avions vraiment des membres de gouvernements locaux au sein de nos différentes structures et comités. Comme le département de la protection civile, par exemple, qui est une unité qui est responsable de la gestion des catastrophes naturelles, au sein duquel la gestion du changement climatique joue un rôle essentiel. Et nous travaillons à temps plein, ensemble, sur ce comité. Donc, les membres des gouvernements locaux ont participé au comité sur les CDN et ils sont également présents dans les comités techniques nationaux ainsi que dans les sous-comités qui travaillent notamment sur les différents secteurs séparément. Donc, nous travaillons déjà ensemble dans différents sous-comités. Et au sein même de ces sous-comités et de ces comités de coordination sur le changement climatique, eh bien, l'agenda sur le changement climatique et les connaissances sur le changement climatique sont essentielles. Et c'est nécessaire que les membres de ces instances, y compris ceux qui travaillent au sein des gouvernements locaux,
ait ces connaissances. Il n'est pas possible de mener à bien un processus de plan d'action national sans la pleine participation des gouvernements locaux et des équipes adéquates. Deuxièmement, j'ai également remarqué que des connaissances techniques étaient nécessaires pour ce niveau, pour les membres issus des gouvernements locaux, afin d'inclure les problématiques liées au contexte urbain et les autorités urbaines locales, entre autres. Il est également essentiel d'adopter une approche du haut vers le bas. Cela fonctionne à merveille. Nous, dans notre ministère, par exemple, nous sommes en charge du changement climatique. Et tout d'abord, il faut vraiment bien comprendre l'agenda sur le changement climatique, ce qui se passe au niveau mondial, mais également ce qui se passe en interne et comment on veut gérer le changement climatique. Ensuite de quoi, nous avons réussi, une fois qu'on a réussi à faire cela, eh bien, le ministère va devenir le vecteur pour que nous nous réunissions avec les ministres des provinces. Et c'est le ministre qui donne la responsabilité de sensibiliser les ministres des provinces en premier afin que ces derniers fassent ensuite redescendre l'information. Mais cette fois, dans notre approche, nous nous sommes vraiment penchés sur le niveau des provinces. Et les provinces étaient déjà informées, ils savaient déjà, ils connaissaient déjà la gravité du changement climatique en lui-même. Et vraiment, ce qui est essentiel, c'est que quand nous avons travaillé sur la composition de ces groupes de travail, tout d'abord, nous savions qu'il fallait inclure les provinces et qu'elles adhèrent au projet, mais les provinces elles-mêmes sont composées de districts, ce qui a grandement simplifié les étapes pour créer ce système au niveau des districts, parce qu'il y avait déjà des discussions sur le changement climatique au niveau des provinces. Et ici, au Zimbabwe, sous la constitution du Zimbabwe, nous avons désormais le système de décentralisation depuis le gouvernement vers les provinces. Donc les provinces ont infiniment plus leur mot à dire sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles produisent, sur les ressources qu'elles mobilisent aux causes nationales au niveau des provinces. Et aussi, elles peuvent conserver par exemple, des sommes d'argent au sein des provinces. Donc, ce processus de décentralisation ne fait que commencer. Les provinces se sont vues donner un coup de pouce en matière de ressources pour commencer ce processus. En ce faisant, eh bien, nous avons pu bénéficier d'un processus national qui avait déjà commencé. Donc, si on décentralise, il faut s'assurer que le changement climatique est intégré à la planification de développement. Et nous avons trouvé des exemples, même des exemples de ponts qui avaient été conçus pour certains dans les années 70, avant même que le changement climatique devienne un sujet. Et dans certains cas, les rivières avaient été taries. Et donc, avant que l'on fasse quoi que ce soit, il faut impérativement que ce soit étudié à l'aune du changement climatique. Par exemple, nous avons fait plusieurs projets pilotes sur des modèles digitaux de terrain pour évaluer la vulnérabilité de certains quartiers en fonction des risques d'inondation. Notamment, il y a un barrage qui est un des plus grands au Zimbabwe. Il a été conçu dans les années 80, dans les années 90, je crois. Et très récemment, il y a eu une grosse inondation. L'eau est montée à plus de 4 mètres au-dessus du barrage et ça a été euh, un vrai risque. Nous avons perdu des millions de dollars. Donc, nous avons dû demander à une autre entreprise d'intervenir et de moderniser l'ouvrage. Et nous utilisons maintenant les statistiques et les données du changement climatique pour prendre des décisions. Et c'est un exemple de ce qui se passe au niveau des provinces, parce que le changement climatique a d'ores et déjà un impact sur la vie des gens et il doit être pris en compte pour la planification, pour réduire les risques à l'avenir. Donc nous essayons et nous réussissons à travailler avec les provinces. Ça a été vraiment la première étape. Et nous utilisons de plus en plus ce que le gouvernement fait grâce à la décentralisation, parce que les provinces ont plus de pouvoir. C'est un exemple clair
que nous pouvons, de réussite que nous pouvons mettre en exergue. Et nous pouvons utiliser également les plans d'adaptation nationaux. Euh, Nous passons maintenant du niveau des provinces au niveau des districts. Nous travaillons déjà sur et avec les différents membres au sein des districts pour travailler au sein des comités de planification. Mais il y a bien entendu des difficultés parce que il y a d'autres problématiques qui requièrent notre attention. Et malheureusement, parfois, il y a certains comités qui ont des membres qui vont changer et ça a un impact néfaste sur ce qui a été fait par le passé parce que parfois, on fait des choses qui sont des faits, etc. Donc, mais cela nous permet de tirer des leçons. Nous le savons. Nous devons inclure plus d'acteurs euh, dans ces réunions, dans ces comités. Nous devons former les membres de ces comités, les membres de ces comités au niveau provincial, au niveau national, mais également au niveau des districts. Par ailleurs, pour l'organisation du gouvernement, les ministères, à nouveau, ça peut être problématique. Qui, parfois, eh bien, quand le ministère change, s'il y a une réorganisation du département, eh bien, c'est plus difficile de reprendre le travail et de reprendre le flambeau. Et parfois, eh bien, on repart en arrière. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est l'un des défis principaux auxquels nous sommes confrontés. Mais bien entendu, il y a quelques opportunités qui viennent avec ces défis. Et il y a des groupes de travail qui ont été établis sur le changement climatique dans différents secteurs, dans différentes juridictions. Et nous le voyons maintenant, le changement climatique est un sujet pour différents secteurs. Et même les membres des parlements sont de plus en plus sensibilisés. Dans les différents comités au niveau des provinces, on commence de plus en plus à parler du changement climatique. C'est quelque chose qui est de plus en plus intégré aux discussions et je crois que c'est un point très positif. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. Je vous remercie infiniment. Nous aimerions maintenant vous demander pourquoi vous pensez que la communication est si essentielle et quels exemples de réussite ou d'échec en matière de communication au niveau national et au niveau local. Est-ce que vous pourriez partager ça avec nous? Alors la communication, vous le savez, c'est essentiel. L'information en elle-même, l'information, c'est le pouvoir, c'est la sécurité et c'est la connaissance. Et si vous n'avez pas l'information, ça signifie que vous n'avez pas ces trois éléments. Donc, si vous n'êtes pas informé automatiquement, cela signifie que dans certains cas, vous ne pourrez pas prendre des décisions adéquates. Et donc, souvent, l'information, c'est l'élément déclencheur qui va engendrer des actions. Et donc, la sensibilisation, c'est essentiel, nous le savons. Nous devons ouvrir les esprits au changement climatique. Par le passé, nous parlions du changement climatique de manière assez générale. Mais maintenant, de plus en plus, on parle des impacts du changement climatique sur nos activités quotidiennes, sur notre énergie, l'énergie, la demande et l'offre en matière d'énergie, la production d'énergie et les barrages. Et donc, le pays a été soumis malheureusement pendant 4 mois et des pénuries d'énergie parce que nous n'avions pas bien planifié la demande et nous avons dû
nous assurer que les gens comprenaient que maintenant nous utilisions la thermogénération pour l'énergie et qu'il faut impérativement qu'il y ait des discussions au niveau international parce que malheureusement, par exemple, le dioxyde de carbone, a un fort taux d'émissions de gaz à effet de serre et que cela a un impact important sur différents secteurs, notamment agricoles et les ministères commencent d'ores et déjà à en parler, comment ils peuvent utiliser moins, heu, par exemple, de charbon, de bois de chauffage, comment on peut étendre, l'utilisation des énergies renouvelables. C'est de plus en plus un sujet, dont nous parlons. On parle, également dans différentes réunions, dans différents, ministères de panneaux photovoltaïques, et de manière, de générer de l'énergie de manière différente. Et à nouveau, l'information est nécessaire pour s'assurer que tout le monde comprenne l'accord de Paris, que l'accord de Paris, il est là, il existe et qu'il y a des rôles et des responsabilités pour chaque pays et que chaque pays doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour notre bien, pour avoir des économies plus résilientes et plus basses en carbone. Merci beaucoup. C'était notre, intervention de monsieur Washington Zakata. À nouveau, comme je l'ai dit, il est, parmi nous. Il est en direct avec nous également pour ce webinaire, donc il pourra répondre à vos questions à la fin de ce webinaire. Et nous avons également, enregistré une, discussion entre, sur, la l'énergie et avec, Festus Go, qui est membre du CECM pour l'eau, l'environnement, l'énergie et les ressources naturelles du gouvernement du comté de Nakuru. On a parlé des projets pour, une économie 100 énergie renouvelable, hem et Eng Festus Ngeno, a travaillé pendant plus de 12 ans dans le secteur public et privé. Il est également président du comité de cons du comité de conseil des gouverneurs sur l'eau, la foresterie et les mines. Hem Il, conseille plus de 47, comtés au sein du Kenya sur les questions liées à l'eau, l'assainissement, la foresterie, les forêts, donc les mines et le changement climatique. Eng Festus est également responsable de la mise en œuvre de la législation au niveau du comté, mais également au niveau national et de la gestion de la coordination des fonctions du ministère de l'eau, de l'environnement, de l'énergie et des ressources naturelles. Donc, c'est une conversation, formidable que nous avons eue. Il y a eu un problème de connexion pendant, heu, ou plutôt il y avait eu un problème de connexion pendant l'enregistrement, mais nous excusons, normalement le contenu n'a pas été altéré. Donc, on a parlé de projets qui visent à soutenir, des gouvernements régionaux et locaux pour développer des, stratégies d'énergie renouvelable à 100. Merci, beaucoup. J'aimerais que vous parliez de collaboration entre gouvernements locaux et nationaux, notamment, parler des j'aimerais que vous parliez des, heu, projets, conjoints entre UCLI et comme ça. Merci. Oui, la collaboration entre les gouvernements locaux et nationaux ne fonctionne que quand il y a de la communication, puisqu'il y a des responsabilités et la communication est essentielle. On ne peut pas supposer que ce que vous dites, sera compris par les partenaires, à moins que vous le disiez clairement. En particulier notre travail avec ICLEI et comme ça,
nous a permis de travailler avec, les 2 niveaux de gouvernement. En particulier au Kenya, nous avons, les comtés et le gouvernement, central. Ils ont différents rôles, les politiques et les stratégies, et il doit y avoir une bonne communication pour la mise en œuvre des différentes, matrices, et en particulier dans le projet, 100 énergie renouvelable. Le gouvernement national est en particulier en charge de la fourniture d'énergie, et il y a différents comtés, je l'ai dit, et je parle de Kisumu, Mombasa et d'autres en particulier, mais le ministère de l'Énergie a été complètement inclus grâce au cadre régulatoire. Donc, quoi que nous fassions, sur, les réseaux, d'énergie, notamment l'énergie, verte, le ministère doit être, inclus. Donc, dès le début, nous l'avons inclus, et au début, et jusqu'ici, eh bien, hem, ils ont été présents, et nous avons eu une bonne communication. Nous avons travaillé avec ICLEI, et je crois que ICLEI est venu à Nakuru au bon moment parce qu'il y avait d'autres partenaires, vous le savez probablement, voulaient également travailler avec le gouvernement sur, l'énergie renouvelable, et donc ce que nous avons réussi à faire, eh bien, c'est de communiquer également de manière efficace, je dirais, et de dire vraiment à tous ceux qui voulaient avoir cette conversation avec nous qu'ils devaient co-créer une stratégie et de se baser sur les programmes et les stratégies que nous avions déjà établies grâce au programme ECLEI. Parce que je l'ai dit, il y a des opportunités énormes, et nous nous savons ce que nous devons faire. Nous sommes au fait des besoins. Il y a différents partenaires, mais il n'y a pas que ECLEI, il y a d'autres partenaires, et j'aimerais vous donner d'ailleurs quelques exemples, vous le verrez dans ce programme. À Nakuru, USAID notamment, et le Kenya Investment Programme voulaient se pencher sur l'énergie à Nakuru, notamment les panneaux photovoltaïques, et je leur ai dit: «Mais nous ne pouvons pas établir de nouvelles structures et créer de nouvelles discussions sur l'énergie si on a déjà une cartographie des différents acteurs. Nous avons besoin d'un programme efficace, et nous avons dit aux partenaires que s'ils voulaient travailler avec nous, eh bien, ils devaient s'insérer dans notre stratégie, et c'est pour ça que la stratégie de communication était essentielle. Il fallait qu'ils comprennent où nous en étions plutôt, et j'apprécie ça, j'apprécie le soutien que nous avons parce que quand ils arrivent, nous leur disons: «Nous savons où nous en sommes, et nous savons où nous voulons aller». Et pour les programmes liés au changement climatique, il faut impérativement une bonne intégration du changement climatique. Mais c'est la même chose, et je crois que c'est vraiment essentiel, et je crois également que le changement climatique doit être également inclus dans la réponse à la Covid. La coordination, en particulier en matière de changement climatique, est essentielle sur la WASH également, mais également sur l'aspect de la santé. Il faut que ce soit clair, surtout avec les structures qui sont sur site. Donc il faut une bonne communication avec tout le monde, à tous les niveaux, au sein des différents programmes. Merci beaucoup. Heu, J'aimerais simplement parler de la communication. C'est vrai que la communication est essentielle, et que les travaillent également
avec le GIZ et encourage, la communication avec les différents comtés. Et vous êtes, extrêmement dévoué, vous posez des questions et vous remettez en question souvent les projets et vous vous assurez que vous arrivez à obtenir le meilleur pour les comtés et des comtés. Et donc, vous avez un rôle crucial. C'est vrai que heu, vous avez dit que le leadership était essentiel, notamment au niveau local. Oui, c'est vrai, j'apprécie vos compliments, hem, mais je crois qu'il faut vraiment une vue d'ensemble, du début à la fin. Il ne faut pas uniquement se pencher sur: «Oh, le renouvelable». Non, il y a tellement d'autres acteurs, tellement d'autres éléments à prendre en compte. Ce que j'ai tendance à faire, c'est de regarder sur les besoins des comtés. Est-ce que c'est en ligne avec, le manifeste? Est-ce que c'est en ligne avec notre stratégie, par exemple? Et il faut une coordination, une communication constante. Il faut même les questions que nous posons, qui ne trouveront pas forcément une réponse. Nous savons qu'elles pourront en trouver une réponse pendant le programme. Donc, nous apprécions vraiment ce programme parce que nous sommes tous des partenaires et nous avons une structure. Et dès que quelqu'un s'insère dans ce programme, eh bien, il a un rôle qui est clairement défini. Et si les gens ne sont pas intéressés pour travailler ensemble de concert en tant que partenaires, alors les gens ne sont pas bienvenus. Et ça a été très efficace pour trouver les bons acteurs, les bons interlocuteurs. Et bien entendu, vous le voyez, notre structure, c'est une structure qui vient du bas vers le haut. Et lorsque je communique avec, mes directeurs, avec, mon équipe, on essaie toujours de s'assurer que tout le monde comprend quand on travaille. Et 5 minutes avant les différents entretiens, eh bien, je m'assure que tout le monde comprend le programme, où nous en sommes dans le programme et il faut qu'à tous les niveaux du ministère, l'information soit comprise et qu'elle soit redescendue ou remontée. Et il faut s'assurer également que moi, si demain je pars, que ce programme continue. Il ne s'agit pas, d'une personne ou ou d'une autre. Il s'agit vraiment de s'assurer qu'on a les bons partenaires et les bons interlocuteurs pour la pérennité de ce programme. Merci beaucoup. Je voulais maintenant savoir s'il y a des pratiques, des stratégies qui, à votre avis, doivent être mises en œuvre pour assurer une bonne collaboration et une bonne communication dans les différents projets en matière de communication? Quelles sont les pratiques que vous avez mises en œuvre pour assurer une bonne communication et une bonne collaboration? Merci. Alors, je vois les choses de la manière suivante. Il y a des politiques, des stratégies, une vision pour un département et il faut que ce soit communiqué de manière efficace. Comme je l'ai dit, il faut qu'on travaille ensemble et donc il faut une bonne compréhension de pourquoi les choses sont faites, pour que les gens adhèrent au programme. Je crois qu'il y a des objectifs critiques que l'on souhaite atteindre en tant que comté, en tant que département. Et donc, quand on adhère à un programme, il faut comprendre quel est le bénéfice pour les différents acteurs. ICLEI, c'est un réseau pour partager les expériences. Et Anakoru
Nous avons essayé de comprendre ce qui serait bénéfique pour nous et nous voulons, ça a été clair dès le début, nous voulons une ville verte et en matière d'énergie, ça a été vraiment notre, le point névralgique, dans le logement notamment. Nous avons un plan pour le changement climatique, un plan, pour l'énergie et je crois qu'il faut une fois que le programme, il est bien compris, il faut l'étendre et après il faut nommer un leader et les bonnes personnes qui auront les responsabilités de soutenir le cadre, la structure pour prendre les bonnes décisions. Et après, ils font également un point de contact, qui va vous donner l'état d'avancement des programmes et il faut avoir à nouveau une communication, un feedback, constant et donc quand il y a des réunions, normalement, mon équipe qui travaille dans ce programme, qui rapporte de ce qui a été discuté pendant telle ou telle réunion et lors d'une réunion, j'ai demandé ce qui se passait pour, le programme de Kisumu et nous avons demandé ce qui se passait et nous essayons d'avoir autant d'informations que possible, que ce soit, vraiment des gens sur le terrain, aux gens qui travaillent, sur les programmes et sur la conception des programmes et au final, le résultat, quand on dit: «Bon, on travaille avec ECLI ou avec d'autres partenaires», eh bien, pour le point de vue du changement climatique, si on regarde le plan sur le changement climatique et le plan sur l'énergie, donc c'est nos 2 outils nos 2 cadres qui nous servent, nos 2 outils qui nous servent de cadre, eh bien, nous arrivons à travailler avec les bons partenaires parce qu'ils savent que nous avons un cadre et des partenaires et que nous travaillons avec ICLEI. Il faut un cadre, du leadership et les bons partenaires pour nous assurer qu'il y ait également une bonne communication. Du bas vers le haut, mais également du haut vers le bas. Merci pour cette, intervention de monsieur Ngono du, comté de Nakuru au Kenya. Maintenant, je vais donner la parole à Megan, heu, docteur Megan Spires, qui va parler de certaines études de cas. Merci, j'aimerais simplement faire quelques commentaires sur ce qui a été dit par nos 4 orateurs. C'était très intéressant. Moi, je crois que, ça a beaucoup, fait écho à ce que nous faisons. Il y a, comme Vanessa l'a dit, les différents congrès qui vont se tenir virtuels du 3 au 12 novembre notamment. Il y en a un qui va être, organisé et pourquoi ça fait écho? Eh bien, c'est parce que nous avons décidé de travailler sur 3 thèmes principaux, notamment, le financement climatique et chacun des orateurs, heu, vont parle de la communication notamment et pendant la Covid. Rosaline a parlé, du genre, la genre, c'est également de notre, l'un de nos thèmes pour notre conférence LOX qui se tiendra en novembre et elle a dit que 2 sur 5 femmes, 2 sur 3 utilisateurs, de réseaux sociaux sont des femmes, mais que la plupart n'y ont pas d'accès et n'auront pas accès plutôt et c'est vrai qu'il y a des populations qui sont de plus en plus vulnérables
Et la Covid a rendu plus visibles les inégalités dans le monde. Et donc, c'est vrai qu'il faut renforcer, reconstruire le monde euh, et qu'on le rende meilleur. Et vous avez fait également beaucoup de liens sur un autre thème important de notre conférence de novembre, à savoir euh, euh, ces plans de redressement qui doivent être verts. Vous avez parlé notamment du fait qu'il faut reformer quand on fait de la pâtisserie, quand on a cuit des cookies et qu'il fallait les reformer tant qu'ils étaient encore chauds. Et c'est vrai qu'il faut réfléchir à s'adapter pour rendre un monde plus durable, résilient et respectueux de l'environnement. Washington a également parlé de la gouvernance à multiniveau. Et c'est également un sujet que nous allons aborder pour notre conférence LOX 2020. Et j'aimerais d'ailleurs souligner que le gouvernement national de Zimbabwe est un leader en matière de gouvernance à différents niveaux. Euh, Washington a notamment parlé de la manière dont les gouvernements locaux sont un vrai interlocuteur du gouvernement national. Et j'ai également particulièrement aimé ce qui a été dit sur la coordination entre les différents partenaires et tailleurs de fonds. Heu, il y a eu des défis, notamment, à Nakuru, au Kenya, pour s'assurer que le travail était fait dans le pays et dans les villes, mais surtout que cela répondait aux besoins des communautés et des villes dans lesquelles il était fait. Ça, c'était essentiel. Donc j'aimerais simplement saisir cette opportunité pour remercier, tout le monde et je vous invite à, vous joindre à nous pour la conférence, LOX qui se tiendra en novembre. Il y aura beaucoup de sujets sur la valorisation et sur tous ces thèmes dont nous avons parlé aujourd'hui. Et si vous aimeriez en apprendre plus sur la manière dont Cape Town et le Cap occidental a fait face à la COVID-19, eh bien, sachez que nous avons organisé le 15 septembre un webinar de haut niveau avec des orateurs de haut niveau qui vont parler de la manière dont Cape Town, dont le Cap et le Cap occidental a trouvé des solutions pour la pandémie de la COVID-19. Merci beaucoup. Euh, nous avons la chance de pouvoir encore 3 questions, donc nous allons un peu dépasser sur le temps imparti, mais je sais que la plupart de nos intervenants sont toujours en ligne et j'aimerais donc poser une question à Washington, une question qui nous vient de Marcel Zimmerman. Comment est-ce que le gouvernement de Zimbabwe travaille avec les communautés pour s'assurer qu'il répond aux besoins des communautés? Alors, merci beaucoup, merci Tara. Alors, travailler avec les communautés, c'est quelque chose qui a cours et qui nous travaillons également avec les ONG qui travaillent elles-mêmes au sein de différentes communautés dans le pays. Les ONG sont très efficaces. On en a partout dans le pays et c'est un vecteur d'information pour nous. Nous avons établi des forums avec ces ONG, notamment un groupe de travail sur le changement climatique. Il y a notamment des acteurs dans le domaine énergétique qui collectent des données et ensuite ils nous donnent des informations sur lesquelles nous pouvons euh, euh, travailler pour comprendre les besoins des communautés et également les opportunités à saisir. Et donc, c'est ça qui nous permet également
de de comprendre, ce qui se passe et nous travaillons notamment également avec, différents ministères et nous travaillons avec les communautés là où elles sont et au-delà de cela et bien, le ministère des petites et moyennes entreprises et du développement, heu travaille également au sein des communautés. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a vraiment des efforts qui sont concertés au sein du gouvernement. Nous travaillons dans toutes les provinces, dans tous les districts et tous les gouvernements travaillent à la collection et à la capitalisation des différentes informations et données provenant des différents des districts et provinces. Merci beaucoup. Merci, je suis ravie que vous soyez en direct avec nous par ailleurs. Nous sommes vraiment honorée, merci. Merci à vous, Tara. J'aimerais maintenant donner la parole à Karen. Il y a une question qui vous a été adressée. J'espère avoir bien compris la question. C'est Paul qui nous pose cette question. Paul Abgemenia, je crois. La question adressée à Karen est la suivante. Comment est-ce que les méthodes de résilience et de communication peuvent être incluses dans vos plans de communication en matière de changement climatique? Alors, notre communication a changé. Le terme résilience, on ne l'utilise plus énormément jusqu'à 2015-2016, lorsqu'il y a eu une vraie sécheresse, on a commencé à changer les termes que nous utilisions. On a essayé d'éviter le terme durabilité, durable, parce que pour de nombreuses organisations, quand on parle aux communautés, ils ne savent pas vraiment ce que ça signifie. Et je crois qu'il y a également beaucoup d'élus, de gens qui travaillent au sein de gouvernement, qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Et ça, on ne saurait pas le reconnaître dans la rue, la durabilité. Et donc, je crois que pour les gens, il y a des termes qui sont plus tangibles, plus concrets. Donc, on essaie d'être pratico-pratique. J'ai beaucoup aimé écouter les autres intervenants qui ont parlé notamment de la conception des ponts, par exemple. Et c'est vrai qu'il s'agit de parler de choses, pratiques, notamment, voilà, est-ce que le goudron des routes, va pouvoir, supporter des températures très hautes ou des températures très basses? Comment on peut travailler avec, notamment les bidonvilles et les, quartiers irréguliers? Nous savons qu'il y a des quartiers, des bidonvilles qui sont malheureusement dans des zones qui pourront être inondées. Là, ils vont devoir être déplacés. Donc les termes que nous utilisons, la communication et notre sensibilisation est vraiment liée à la manière dont nous voulons communiquer sur les impacts concrets du changement climatique dans la vie quotidienne des gens et comment leur vie peut changer d'un jour à l'autre. C'est ça qu'on c'est ça qu'on entend par résilience et je crois que ça a beaucoup aidé de travailler, de parler avec les communautés, en particulier pendant la Covid. Cette discussion est maintenant plus viscérale qu'elle ne l'était par le passé. Les gens, heu, sont sur le pont. On a plus de 50 de gens qui sont, dans des zones, à risque et donc il s'agit vraiment la résilience, c'est une question de vie ou de mort. J'aimerais maintenant donner la parole à Rosalind. J'aimerais vous demander de commenter le commentaire de Sophia Mouda. Peut-être qu'inclure des modules liés sur le changement climatique dans les universités serait une bonne idée. Afin de vous assurer que, les gens, et les citoyens agissent. Alors oui, c'est vrai, ça fait partie de notre, désir de rendre les choses plus tangibles et plus concrètes pour que cela fasse écho, heu et que cela parle aux gens. Pas uniquement une partie de la société, il faut parler des impacts directs du changement climatique. Quel que soit le sujet que l'on étudie, il y aura forcément quelque chose qui
qui fera que le changement climatique n'est pas pertinent. Mais j'aimerais répondre à une question en particulier qui a été posée dans le chat, dans l'espace de discussion. Il est essentiel de ne pas faire peur aux gens. Il faut que les gens discutent de ces aspects pour qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent faire partie de la réponse, qu'ils peuvent être des vecteurs de changement, qu'ils ont une voix. Et parce que nous le savons, ce sont eux qui savent ce qui va fonctionner pour leur communauté. Et il faut que ces gens-là et leur voix soient prises en compte pour qu'ils jouent un rôle actif dans ce changement. Et si c'est fait de cette manière, où les gens sentent qu'ils sont une partie de la réponse et de la solution, eh bien, je crois que les gens auront moins peur et cela créera moins d'anxiété, heu, et que ce à quoi ressemblera le changement climatique, sera moins une source d'angoisse. C'est vrai que ça fait peur, mais il faut que tout le monde comprenne quels sont nos rôles, nos responsabilités et pour que l'on se sente, heu, que l'on sente qu'on a notre mot à dire et que nous pouvons changer les choses et qu'il n'y ait pas autant de désespoir et de bras qui se baissent. Merci beaucoup, je suis tout à fait d'accord avec vous. Étant donné que nous sommes un peu en retard, je sais de quelques minutes, je vais peut-être maintenant, heu, vous remercier. Il est temps pour moi de vous remercier de vous être rejoints à nous. Merci beaucoup d'avoir, vraiment alimenté notre réflexion, heu nous prenons beaucoup de notes de ce que vous avez dit. Nous avons, noté, beaucoup de choses qui ont été dites, ce qui a été dit plutôt et j'ai, la dure tâche de clore cette, réunion. Nous avons eu des participants du Cap, de Maroc et cetera. Donc on a eu vraiment un panorama incroyable des régions d'Afrique et je vois également dans l'espace de discussion des commentaires très intéressant, beaucoup de feedback positif, puisqu'il semblerait que tout le monde a appris au cours de de cette session. Et lorsque nous avons commencé à interagir avec les villes au début de la crise de la Covid-19, et il y a eu une demande pour ce type de webinaire, parce que beaucoup de gens ne savaient pas exactement comment communiquer avec leur communauté, non seulement pour communiquer, mais pour communiquer de manière efficace. Et je crois que ce webinaire a bien euh, fourni des exemples concrets de la part de l'IED, donc l'Institut de recherche, jusqu'au gouvernement provincial, mais également des gouvernements locaux qui travaillent sur le terrain et avec les communautés. Donc, pour clore ce webinaire, j'aimerais terminer sur une citation: «Je vois et je me rappelle, je comprends et je me souviens et je crois», et c'est une citation de Confucius, et je crois que le changement climatique impacte tout le monde et c'est vrai que cette citation: «J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends» est très importante. Parce qu'elle reflète bien l'état du monde actuel et beaucoup de il y a eu il y a des ressources, et le lien vers, ces différentes sources, d'informations, est disponible dans l'espace de discussion, mais également sur le site, comme ça. Il y aura également un autre webinaire euh, le 29 septembre qui sera organisé par ICLE Africa et ses partenaires sur l'énergie durable. Et il y en aura un autre le 1er septembre sur les ODD. Donc, il y a un autre webinaire qui sera organisé donc le 29 septembre avec là comme ça à 14 heures, à la même heure qu'aujourd'hui.
Donc, le sujet qui sera abordé sera l'accès à l'énergie, durable plutôt, comme étant un élément critique pour une relance verte en Afrique. J'aimerais vous remercier toutes et tous. Merci à l'équipe du webinaire. Merci de nous avoir soutenus pour avoir organisé également ce webinaire formidable dans le cadre de cette série de webinaires. Je vous remercie toutes et tous. Bonne journée.